Il y a les pour et les contre sur le déboulonnage de la statue de Léopold II. Il y a un autre activiste belge d'origine congolaise de 14 ans qui disait dans un reportage la semaine dernière « Une statue de Léopold II en plein Bruxelles, c'est comme une statue de Hitler en plein Berlin ». Vous êtes d'accord avec cette phrase? C'est compliqué, ce sujet-là est compliqué. Et en Belgique, il n'y a pas que des statues, il y a des rues, il y a des avenues, il y a des restaurants. Tout est Léopold II. C'est Léopold II avec sa fortune qui a construit la Belgique. C'est le deuxième roi des Belges. Et il a pillé le Congo pour son propre compte et pour le compte de son pays. Et je voudrais juste faire une petite aparté, un petit aparté, c'est que on peut accuser de tous les maux Léopold II, mais paradoxalement, on ne peut pas l'accuser de racisme. Le fait que ça se passe au Congo, dans un pays d'Afrique noire, pour lui, ça aurait pu se passer ailleurs, dans un pays jaune, dans un pays bleu, dans un pays rouge. Les raisons étaient économiques. La raison était d'abord et avant tout et principalement, voire uniquement économique. Il voulait la fortune, il voulait faire fortune. Et après, où que ça se passe, ça se passe. Et ça s'est passé. Et c'est pour ça qu'il a été autant apprécié, il est toujours autant apprécié en Belgique par certains? Non, je ne crois pas qu'il soit apprécié. Parce qu'il a fondé cette richesse du pays. Je crois que le débat aujourd'hui, il est relativement simple. Tout le monde le sait. Ceux qui refusent de le savoir sont, entre guillemets, prisonniers de leur propre mémoire, de leur propre grandeur. Ce sont plutôt un certain nombre de personnes âgées au sens fort du terme. Et quel est-il le débat alors? Le débat, c'est comment arriver à extirper ce fait-là qui est refusé par la couronne belge encore aujourd'hui dans ses grandes largeurs, parce que c'est en fait toute l'histoire de la Belgique. Donc comment gérer toute l'histoire de la Belgique sur ce personnage? Justement, ce week-end, l'arrière-petite-nièce de Léopold II, la princesse Esmeralda, s'est exprimée sur la question. On va l'écouter. Je pense qu'il est très important qu'on évoque le problème des excuses qui a été parfois suggéré mais qui n'a jamais été vraiment débattu. Et je pense que pour vraiment terminer ce passé tellement douloureux, ces crimes, ces exactions, il est important que les pays européens, et la Belgique en particulier, reconnaissent leurs responsabilités, présentent des excuses. C'est bien sûr le gouvernement qui doit le décider. Le roi ne pourra jamais le faire de lui-même. Mais ce serait évidemment très fort si le gouvernement et le roi le font ensemble, étant donné le côté personnel de la famille royale dans ce débat. Voilà, la petite fille l'arrière-petite-nièce, de Léopold II, roi des Belges, qui prône des excuses de la Belgique. C'est un discours royal qu'on n'entend pas souvent. On l'entend peu, on l'entend pas assez, et je trouve que c'est tout à fait admirable et que ça doit être suivi des faits maintenant. Comment, c'est toute la question. Voilà, donc, au passage, quand on lit la déclaration de Patrice Lumumba, qui a été, lui, assassiné par les services secrets belges et par l'aide de la CIA, sa déclaration dans les années 60 était quand même très timide. Aujourd'hui, on le prend pour un dangereux révolutionnaire, mais en fait, quand on lit son propos, c'est tout simple, c'est tout bête. Voilà, donc il y a une vraie distorsion dans les propos, dans les sentiments. Je crois que tout ça est une affaire sentimentale, et les anti-déboulonnages sont, de ce point de vue-là, de mon point de vue, très sentimentaux. Dans votre livre, Il pleut des mains sur le Congo, vous retracez un massacre de masse, celui perpétré par l'administration belge du roi Léopold II entre 1885 et 1908 pour des raisons, donc vous le disiez, économiques, le caoutchouc, l'ivoire. On évoque 10 millions de morts, des mains coupées, si les villageois ne récoltaient pas suffisamment, d'où le titre de votre livre, une cruauté effroyable. À propos du Congo, vous évoquez l'histoire d'un passé oublié, renié même. Qu'est-ce que ça traduit de la vision de l'Europe sur l'Afrique? C'est là encore des questions un peu compliquées. En réalité, ce qui est très surprenant, c'est que on sait tout le monde sait tout sur la colonisation, ses abus, ses excès, ses crimes.
Et cette histoire du Congo belge et de Léopold II a été très fortement enterrée, parce que dans toute l'histoire de la colonisation et de ses excès, tout se sait. Mais Léopold II, rien ne se sait, et c'est encore plus fort. C'est ça le paradoxe. On dit qu'il y a eu 13 millions d'Indiens massacrés aux États-Unis par l'arrivée des colons blancs, qui font le pays d'aujourd'hui. On dit qu'au Congo, il y a 10 millions de morts économiques, encore une fois. Et il n'y en aurait que 5 ou il n'y en aurait que 2, ce serait déjà très fort. Alors qu'est-ce que ça dit de l'Europe ? Ça dit que l'Europe ne répond pas forcément aux attentes qu'on peut espérer d'elle dans ce genre de circonstances, et qu'il faut sûrement revoir des choses. Il faut évidemment pas juger l'histoire d'hier avec nos yeux d'aujourd'hui. C'est une chose majeure, parce qu'on ne peut pas, ça ne changera rien. Par contre, il faut la connaître, il faut la faire savoir, et il faut essayer d'apaiser les choses, que chacun reconnaisse ses torts, même si 2 ou 3 ou 4 générations plus tard, on ne peut pas imputer à qui que ce soit les torts des générations précédentes. Et à propos des torts, vous parliez de l'Europe, il y a la France aussi qui a pris le relais au Congo en matière d'exaction au XXe siècle. Il y a cette action en France justement qui a fait le tour des réseaux sociaux. C'était vendredi, 5 militants ont arraché de son socle un plateau funéraire au musée du Quai Branly à Paris. Ils entendaient dénoncer la dépossession de l'Afrique de ses richesses. Ils vont être jugés en septembre prochain pour cela. Lou Bureau nous en dit plus. Ça, c'est notre bien et c'est notre patrimoine. Je le ramène à la maison. Vous êtes des voleurs. La scène se déroule à l'intérieur du Quai Branly. Des activistes africains viennent de décrocher un poteau funéraire du 19e siècle provenant de la tribu Bari, dans le centre-est de l'Afrique. Quelques minutes plus tôt, ils expliquent leur geste. Vous verrez à l'entrée de ces musées, il y a des noms. Ces noms-là, c'est le nom de colonisateurs qui ont pillé toutes ces œuvres d'art qui sont ici. Ça a été pillé entre 1880 et 1960. Donc sous la colonisation, l'Afrique a été dépossédée de toutes ses richesses. Une action symbolique derrière laquelle se trouve la question sensible de la restitution du patrimoine africain. D'après les experts, 80% des œuvres d'art africaines se trouvent aujourd'hui hors du continent, et notamment en France, où près de 90 000 pièces seraient répertoriées dans les musées, dont 70 000 rien qu'au Quai Branly. Le ministère français de la Culture a réagi dans un communiqué. Franck Riester condamne avec la plus grande fermeté ces actes qui portent atteinte au patrimoine. Si le débat sur les restitutions d'œuvres issues du continent africain est parfaitement légitime, il ne saurait en aucun cas justifier ce type d'action. Finalement, les activistes ne franchiront pas les portes du musée. Arrêtés par la police, ils seront libérés à l'issue de leur garde à vue, mais restent placés sous contrôle judiciaire. Ils passeront fin septembre devant le tribunal correctionnel pour tentative de vol en réunion d'un objet mobilier classé. Voilà, la restitution des œuvres d'art à l'Afrique, c'est aussi un sujet très brûlant d'actualité. Mais qu'en pensez d'une action comme celle-là dans un musée? Est-ce que c'est différent que dans les places publiques? Dans ces cas-là, il faut remonter aussi à l'histoire grecque, à l'histoire égyptienne, parce que les plus grands musées d'Europe sont pleins de l'archéologie de tous les temps. Donc voilà, moi je ne partage pas ce type d'action violente. Dans les musées. Par contre, qu'un certain nombre d'objets soient restitués, soient expliqués, soient mis en valeur, nos pays occidentaux riches peuvent y participer et peuvent le faire en collaboration avec les pays en question, les pays concernés, de la meilleure des façons, peut-être. Et quand le président français Emmanuel Macron a dit vouloir lutter contre les discriminations, mais refuse de déboulonner les statues, vous en pensez quoi? Ça dépend lesquelles. Moi, j'avais lancé, quand le livre est sorti, j'avais lancé une pétition, parce qu'en France, il y a une avenue Léopold II. Alors chacun est propriétaire de son histoire quelque part. Par contre, on n'est pas forcément propriétaire de l'histoire des autres. Donc, qui est une avenue Léopold II à Paris 16e.
Je trouve ça très exagéré et j'avais fait une pétition qui n'a pas eu de succès sur ce sujet, mais l'actualité me rattrape 5 ans plus tard. Et vous aviez écrit à François Hollande, à Anne Hidalgo, maire de Paris, et à feu Claude Gouasguen, maire du 16e arrondissement. Vous avez eu des retours ? Monsieur Gouasguen, qui n'est plus de ce monde, ne m'a pas répondu. Monsieur Hollande, je crois qu'il avait d'autres choses à faire, ne m'a pas répondu non plus. Par contre, le directeur de cabinet de Madame Hidalgo m'avait répondu en me disant qu'ils étaient tout à fait d'accord avec moi, mais que le fait d'avoir pour les résidents à changer tous leurs papiers d'identité posait un vrai problème technique et que donc ce ne serait pas à l'ordre du jour. Peut-être qu'on pourrait passer par-dessus ce type de soucis administratifs, on va dire, pour effectivement libérer les rues parisiennes d'un nom, somme toute, taché de sang de façon conséquente. Pétition qui a récolté 660 signatures et elle est fermée, hein, visiblement. Oui, actuellement, on ne sait oui, pas pourquoi. Ça n'intéressait peu de personnes en 2015. Maintenant, le débat est là, donc on verra la suite. On verra. Marc Wiltz, merci. Je rappelle Merci que à vous. Vous êtes auteur de l'ouvrage « Et il pleut des mains sur le Congo » aux éditions Magellan et compagnie.